Dans le monde, il y a plusieurs histoires, théories, hypothèses, légendes que peu d'entre vous connaissent réellement. Dans cette vidéo, il sera question de 10 récits surnaturels ou surprenants qui pourront vous en apprendre davantage. Nous allons vous parler du Sasquatch, du Wendigo, des esprits dont la Dame Blanche et les démons, des ovnis, des marcheurs de peau, du triangle des Bermudes, de l'impression du déjà-vu, des loups-garous, de la théorie du chaos et l'hypothèse du temps fantôme. Nous allons débuter avec les Sasquatch. Les Sasquatch, qui sont aussi connus sous le nom de Bigfoot, est une créature lipide décrite comme un grand homme poilu avec un crâne pointu et arrondi à la fois, pouvant mesurer 2 à 3 mètres maximum, avec une longueur de bras étrangement plus longue que celle de Saint-Plume. Et si je vous disais que plusieurs jureront avoir vu les Bigfoot dans le bois nord-américain, les Premières Nations, qui sont arrivées bien avant les Européens, entre autres les Salish du nord-ouest canadien, parlent déjà du Sasquatch, mais plus appelé sous le nom de Bushwick, Truxtruxwak, qui ressemble pas mal à des primates. D'autres témoignages, venant du Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, peuvent jurer avoir aperçu une créature semblable, nommée le nom Gougoué. Cette créature serait un cannibale, mangeur d'hommes, à grandes mains et à visage d'ours. Si nous voulons vraiment admettre que les Sasquatch peuvent vivre dans nos bois, nous devons aussi admettre la théorie du Gigantopithèque. Le Gigantopithèque est l'un des plus grands singes que nous ayons jamais eu sur notre planète Terre. Il a été porté disparu il y a environ 2 millions d'années. Ce singe était reconnu pour ses dents massives et sa tête très dure, ce qui nous a permis de constater qu'il était herbivore. Un certain scientifique était rentré dans une pharmacie en Chine et avait trouvé une des dents ressemblante drôlement à celle d'un humain, mais beaucoup plus grande. Puis ensuite, ils ont fait un lien que c'était un primate. Puis en faisant plus de recherches, ils ont remarqué que c'était un Gigantopithèque. Pour résumer, le Sasquatch est un grand singe dont beaucoup de chercheurs cherchent encore des réponses. Existe-t-il vraiment? Et vous, l'avez-vous déjà aperçu dans vos bois? Le Wendigo. Le Wendigo est une créature surnaturelle qui fait partie de la mythologie des Premières Nations algonquines du Canada. D'après les Premières Nations algonquines, il y a 2 façons de se transformer en Wendigo. La première est que l'humain est affaibli par des conditions extrêmes, par exemple le froid ou la famine. La deuxième est qu'un humain soit possédé par un esprit malveillant. D'après les différentes Premières Nations, comme les Abénaquis, les Micmacs, les Inus et plus encore, le Wendigo a plusieurs noms comme le Witigo, le Wendikuk, le Chenoo, le Kewok ou encore le Hatchin. Les différentes Premières Nations autochtones l'appellent peut-être différemment, mais ils ont toutes la même définition du Wendigo. C'est une créature cannibale qui a une force surhumaine, une très grande endurance, une vision, une ouïe et une odorat exceptionnels. Celui-ci peut marcher sur la neige ou sur l'eau sans s'enfoncer. Il a une apparence animale avec des oreilles pointues, ses bois sur la tête et des dents pointues. Il mesure entre 3 et 4 mètres de hauteur. Cette créature a une odeur nauséabonde. D'après certaines légendes, on peut se débarrasser d'un Wendigo à l'aide d'un classique. D'après d'autres, il faudrait le maîtriser, arracher son cœur de glace, puis le faire fondre à feu vif. Selon d'autres légendes, seul un chaman peut le chasser en faisant un rituel particulier. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Louis, qui s'est passée en 2015. À ce moment, le garçon avait 12 ans. Un soir, Louis s'ennuyait car il était seul à la maison. Il décida donc d'inviter quelques-uns de ses amis, Étienne, Rose, Martin et Béatrice. Ceux-ci ont décidé de regarder un film, mais ils s'en sont lassés. Donc Martin a donné comme idée de se raconter des histoires de peur. C'est là que Rose commença à raconter l'histoire du Wendigo. Louis a donc pensé que ce serait une bonne idée de se lancer à la recherche de cet animal effrayant. Mais Béatrice, la plus jeune de tous, ne trouvait pas que c'était une bonne idée. À environ 1 heure du matin, les enfants sortirent de la maison pour aller dans la forêt, ce qui ne plaisait pas particulièrement à Béatrice. Une fois arrivés devant ce fameux bois, ils allumèrent une lampe torche et commencèrent à observer pour trouver le Wendigo. Il était maigre, avec des cornes, mais la partie la plus effrayante était son visage. C'était comme une sorte de masque en crâne d'animal, avec à la place des yeux 2 trous béants. D'après sa taille, cela n'aurait pas pu être ni un animal,
ni un humain. Il mesurait à peu près 3 mètres de hauteur. La créature, qui était dressée sur ses 2 pattes, se mit à courir vers eux. Le groupe commença à courir vers la maison de Louis, le plus vite possible qu'il pouvait. Arrivé, Louis ferma la porte à clé et compta ses amis pour être sûr que tout le monde était là. Béatrice n'était pas là. 20 minutes plus tard, alors qu'il allait bientôt abandonner le projet, ils entendirent un bruit qui faisait froid dans le dos, mais qui était très discret. Quelques secondes plus tard, ce rugissement avait recommencé, mais beaucoup plus fort, ce qui signifiait que la créature qui faisait ce bruit était proche d'eux. Soudain, ils ont aperçu à quelques mètres d'eux des cadavres d'animaux dévorés jusqu'aux os. Les enfants ont d'abord cru que c'étaient les victimes d'un ours, mais après avoir vu cette chose, ils comprenèrent que ce n'était pas du tout cela. La bête s'est retournée rapidement vers eux et ils ont resté figés. Étienne, tétanisé, appela la police. Ceux-ci ont fouillé le périmètre sans rien trouver de la fillette, à part un seul indice, des gouttes de sang lui appartenant. Louis, après cette mésaventure, fit des recherches et a trouvé plusieurs informations sur cette forêt, disant qu'elle était habitée par un monstre appelé le Wendigo et qu'il aurait un lien avec plusieurs disparitions d'enfants. Louis n'est plus jamais retourné dans cette forêt. Pour conclure, le Wendigo est une créature surnaturelle effrayante et cannibale qui fait partie de la mythologie des Premières Nations algonquines du Canada. Maintenant, la Dame Blanche. Et si je vous disais qu'il y avait 2 théories ou 2 légendes sur la Dame Blanche, celle qui se passe en France et celle qui se passe au Québec. Et après, dites-moi, laquelle vous préférez. Celle qui se passe au Québec, c'est l'histoire de la Dame Blanche, Mathilde, et son défunt mari, Louis. Tout se passa en été 1759. Mathilde est éperdument amoureuse de Louis, et Louis est éperdument amoureuse de Mathilde également. Il la demanda en mariage, et leur mariage était censé se passer en juillet 1759. Mathilde, toute heureuse, était en train de faire sa robe, brodée elle-même une belle longue robe blanche avec un très beau voile. Tous les deux, ils allèrent souvent sur la chute Montmorency, leur chute préférée. Mais malheureusement, le 31 juillet 1759, le général James Wolfe lança une attaque proche des chutes Montmorency. Et 70 Français périrent dans cette attaque. Malheureusement, Louis succomba également à ses blessures. Mais au début, Mathilde n'était pas au courant. Elle était juste déçue que son mari parte à la guerre juste avant leur mariage. Elles l'attendèrent, mais personne ne trouvait Louis. Puis un jour, le général venu à ses pieds et lui annonça que son mari était malheureusement décédé. Tellement qu'elle était triste, elle enfila sa robe, courut dans le champ, jusqu'ensuite à se rendre à la montagne. Puis, rendue en haut de la montagne, elle cria et cria le nom de son mari et se jeta en bas de la chute. Plusieurs personnes qui vivaient dans le village à côté dirent qu'après cet terrible accident, Mathilde aurait déclenché une deuxième chute qui se trouve juste à côté. On l'appelle le voile de la mariée, puisque Mathilde portait son voile quand elle est tombée. Plusieurs diront avoir vu Mathilde tomber, puis son voile voler tout doucement jusqu'en bas. Beaucoup de théories existent surtout sur le fait que, parfois, on pourrait apercevoir Mathilde sur le haut de la chute en criant la mort de son mari, malheureusement défunt. Et si tu oserais venir toucher sa robe, tu pourrais prendre feu ou avoir de gravement problèmes de santé les semaines qui suivent. Partie 2 de la Dame Blanche, la version française. Plusieurs personnes disent voir la Dame Blanche sur le bord de l'autoroute ou de la rue ou même proche des châteaux. Cela signifierait un avertissement plutôt que de la chance, mais plusieurs croient que c'est de la chance. Mais beaucoup de personnes disent que c'est un avertissement puisque souvent, après avoir aperçu la Dame Blanche, ils eurent un accident de voiture et énormément d'autres péripéties après l'avoir aperçue. Et vous, d'après vous, c'est quoi la vraie histoire? Pour conclure avec malheur, malheureusement Mathilde était éperdument amoureuse de son mari et se laissa mourir avec lui. Maintenant, les démons. Les démons est une entité légendaire, bienfaisante ou malfaisante, présente dans de nombreuses croyances, influençant les humains tout en échappant à leur contrôle. Il s'agit de créatures intermédiaires entre le divin et le monde des humains. Il opère et rapproche de la culture grecque avec le mal qui effectue l'existence humaine. Le mot démon vient du mot déamun, humain emprunté par le grec ancien. Le terme
démon, parfois utilisé pour les désigner, a souvent été interchangeable avec des corps d'esprits ou des monstres, mettant en avant les caractères aériens et leurs caractéristiques hybrides. Ces thèmes tentent d'exprimer une ou plusieurs caractéristiques communes. Leur attitude agressive envers les victimes humaines visées, souvent des instruments de torture, leur relation avec les esprits ancestraux et leur nature aérienne, le vent, les pensées, et leur nature hybride. Souvent, ils sont mixés avec des serpents ou encore des lézards. Parfois même, le plus populaire, il est mixé avec un bouc. Savez-vous que tous les démons voient leur pouvoir néfaste particulièrement renforcé dans les lieux ou les moments les moins figurés par l'homme, dont le désert, les ruines, les endroits obscurs, en général la nuit, puisque c'est moins occupé. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de la meilleure alliée du démon, une sorcière. La malédiction d'Ellie Keward. En 1769, Ellie Keward, une jeune femme d'origine irlandaise, embarqua sur le Seafair en partance pour Baltimore, puis elle rejoindra la petite ville de Blair, où elle s'installa. Malheureusement, en février 1785, plusieurs enfants l'accusèrent de les avoir attirés chez elle, afin de leur voler leur sang. Jugée coupable de sorcellerie, elle se retrouva bannie. Les habitants du village l'attachèrent à une charrette et l'abandonnèrent dans la forêt. Cette année-là, l'hiver était tellement rigoureux qu'il avait la certitude qu'elle n'en survivrait pas. Quelques jours plus tard, 3 garçons partirent dans la forêt en compagnie de leurs chiens afin de s'assurer du décès de la sorcière. En arrivant sur les lieux, ils découvrirent avec stupéfaction qu'elle était toujours en vie. Horrifiés, ils se dépêchèrent de lancer leurs chiens sur elle et s'armant de branches pointues. Ils commencèrent à la frapper. Lorsque son sang se mit à couler, ils la détachèrent et la pendirent à un arbre. Au bout de quelques minutes, ils constatèrent avec soulagement qu'elle était vraiment morte, et ils retournèrent au village. Au cours du mois de novembre 1786, au beau milieu de l'hiver, tous les accusateurs d'Ellie Keward et la moitié des enfants de la ville disparurent inexplicablement. Craignant une malédiction, les habitants de Blair quittèrent la ville et en faisant le serment de plus jamais prononcer le nom de la sorcière. En novembre 1809, un livre raconta l'histoire d'une ville maudite par une sorcière qui en avait été chassée fut publié, The Blair Cult. Ce livre, dont il n'existe qu'un seul exemplaire, serait recueil regroupant les témoignages des habitants du village. Il explique qu'Ellie Keward ne se limitait pas à la forêt, mais qu'elle s'aventurait également dans les villes afin d'attaquer et de tuer ses citoyens. Il révèle aussi de nombreux côtés mystérieux de la sorcière. Elle contrôlait les animaux de la forêt, même les arbres semblaient répondre à ses appels, dirent les habitants de cet endroit. Tout commença avec la disparition d'Eileen Trickle. Âgée de 8 ans, Eileen Trickle était la plus jeune des enfants de l'une des premières familles des colons qui étaient venus s'installer à Burkesville. Un an après la fondation de la ville, au mois d'août, en 1825, un pique-nique fut organisé près de la rivière Tappy East Creek pour célébrer les premières récoltes. À cette occasion, Eileen s'éloigna de ses parents et elle se noya dans la rivière. 11 témoins oculaires affirmaient avoir aperçu une main blanche, fantomatique, sortir de l'eau, attraper l'enfant et l'entraîner jusqu'au fond. Malgré des recherches intensives et faible profondeur de ce cours d'eau, son corps ne fut jamais retrouvé. Les 13 jours durant sa disparition, une multitude de petites croix formées de brindilles liées entre elles se mirent à flotter sur l'eau de la rivière, qui était devenue étrangement huileuse et inconsommable. Une deuxième disparition étrange qui continue suite à ces événements. L'histoire de Robin Weaver. En mars 1887, une fillette de 8 ans, Robin Weaver, se perdit dans la forêt du Black Hills et une expédition partit à sa recherche. Après 3 jours d'absence, elle réapparut d'elle-même. Elle expliqua qu'elle avait rencontré quelqu'un dans les bois, une vieille dame dont les pieds ne touchaient pas le sol. Elle avait tout d'abord été effrayée, mais elle avait décidé de lui faire confiance, et la femme l'avait amenée dans une maison abandonnée qui se trouvait enfouie profondément dans les bois. Robin était rentrée dans la maison, et la femme l'avait conduite dans le sous-sol, avant de lui expliquer qu'elle devait partir, mais qu'elle reviendrait. Les heures s'étaient écoulées, la nuit était tombée, et la petite fillette avait commencé à avoir peur. Depuis qu'elle se trouvait enfermée là, elle ressentait un profond sentiment de malaise. Désespérée, elle prit la fenêtre et courut. Mais de façon très surprenante, elle retrouvait enfin son chemin vers Burkesville. En ce moment-là, les hommes de l'équipe de secours n'étaient toujours pas rentrés.
Inquiets, les habitants du village organisèrent une seconde expédition pour tenter de les retrouver. En arrivant dans la crique de Coughing Rocks, tout près de l'endroit où la jeune Eileen Treacle avait disparu près de 50 ans auparavant, ils découvrirent les membres de la première équipe. Leurs corps dénudés étaient attachés entre eux par les poignets et disposés de manière à former un pentagramme. D'étranges symboles avaient été gravés sur leur peau et leur poitrine, de leurs mains, de leurs pieds et de leur front, et leurs intestins gisaient au centre du cercle. Horrifiés, les hommes du second groupe coururent au village chercher des renforts et des armes, mais à leur retour, les corps avaient disparu, et ils y avaient été remplacés par des petits tas de pierres. Toutefois, il restait encore des traces du rituel, des cordes et du sang sur les roches. Tout commença à se corser lors des aveux de Rustin Parr, qui est arrivé en novembre 1940 et en mai 1941. 8 enfants disparurent sans laisser de traces. Un an plus tard, Rustin Parr, un homme solitaire qui vivait à l'écart du village, avoua avoir assassiné 7 des 8 enfants et les avoir enterrés dans la cave de sa maison. Il prétendait avoir suivi les ordres d'un fantôme d'une vieille femme qui habitait près de chez lui au milieu des bois. Selon ses dires, après le meurtre du 7e enfant, elle lui avait ordonné de se rendre en ville afin d'informer les autorités de ses méfaits. Il avait obtempéré car, en échange de ses aveux, elle lui avait promis de le libérer de sa présence. Dans la cave de la maison, les policiers découvrirent les traces d'horribles tortures. Après avoir tué les enfants, Rustin les avait enterrés et les avait empilés des pierres, les unes sur les autres, pour se souvenir de leur emplacement. Leurs corps portaient les mêmes symboles étranges que ceux retrouvés sur le cadavre de Coughing Rocks, et ils avaient été éviscérés eux aussi. Le 8e enfant, Carl Brody, était toujours en vie. Ils le découvrirent debout dans un coin du sous-sol, dos au mur, complètement traumatisé. Il avait été le premier enlevé et il connaissait tous les autres. Les autorités se posèrent la question d'une éventuelle complicité, mais lors du procès, il témoigna contre l'accusé sans se faire prier. Et si je vous parlais de pourquoi ce meurtrier avait fait tous ces crimes et comment tout avait commencé? En 1923, Rustin avait commencé à construire une maison dans la forêt, en haut d'une colline. En 1928, il avait quitté la ville, trop bruyante à son goût, et il s'est installé dans sa nouvelle demeure. D'après les témoignages, il était un homme solitaire mais sympathique qui aimait la nature et les animaux. Il fumait la pipe, se promenait dans les forêts et semblait heureux. À cette époque, il travaillait toujours avec son oncle, mais il se montrait de moins en moins souvent à l'atelier. Après la mort de sa femme, son oncle avait déménagé à Baltimore à Rustin, puis arrêté de descendre en ville. Il s'y rendait seulement 2 ou 3 fois et effectuait quelques achats. Des années s'étaient écoulées, paisibles et sans histoire. Elle en avait commencé à apercevoir l'étrange silhouette d'une femme vêtue d'un manteau à capuche lors de ses promenades en forêt. Il ne voyait jamais son visage car elle disparaissait toujours lorsqu'il tentait de l'appeler ou de s'en approcher. Il n'était pas effrayé, il se posait simplement des questions de son identité et parfois il en rêvait. À la fin des années 1930, Rustin avait remarqué que les animaux de la forêt, qui étaient pourtant habitués à sa présence, évitaient de l'approcher lui et la maison. La nuit, il entendit des bruits étranges et l'effrayait tellement qu'il l'empêchait parfois de dormir. Lors de son procès, le prêtre du village expliqua que lorsqu'il l'avait rencontré pour la première fois, Rustin se tenait accroupi sur une énorme roche plate, au bord de la rivière. Il lui tournait le dos et sa tête se balançait légèrement. Au même moment, la forêt était brusquement devenue silencieuse. Seule s'élevait la voix de Rustin, qui semblait réciter une ancienne prière. Le prêtre l'avait longuement observé. C'est vraiment savoir s'il devait l'interrompre. Soudain, Rustin s'est retourné. À son cou pendait une sorte de bourse. Il l'avait fouillée à l'intérieur et il en avait sorti une poignée de bâtonnets et de codelets. Il l'avait jetée dans l'eau par-dessus le rocher. Interrogé, Rustin Parr reconnut avoir été pleinement conscient de ses actes au moment des faits, mais il rajouta qu'il n'était qu'un outil aux ordres de la voix, qui le poussèrent à tuer les enfants. Cette même voix qui avait, dit-il, gravé d'étranges symboles sur les murs de sa maison. Il fut condamné à mort, exécuté, et les habitants de Burkesville s'empressèrent de brûler sa maison. On racontait maintenant la vie de Carl Brody, le dernier survivant des 8 enfants. Après son enlèvement, Carl Brody, le jeune garçon qui avait été découvert idem dans le sous-sol de la maison de Rustin Parr, ne fut plus jamais le même. Il restait souvent seul dans sa chambre, le visage tourné vers un coin de la pièce, ou bien il s'essayait sous le porche de la maison. Il restait silencieux pendant des heures. Il allait à l'école, mais il passait son temps à gribouiller des symboles et des mots mystérieux sur un morceau de papier. Un jour, le docteur Alfred Holliday s'est rendu à Burkesville afin de s'informer sur la
prétendue disparition de sa nièce. En vérité, elle disait être partie par un groupe d'enquêteurs de paranormal qui s'intéressait au meurtre de Rustin Parr. Elle interrogea longuement Kyle Brody. En conclusion de son enquête, elle déclara que le garçon était sous l'emprise d'un démon, mais qu'elle avait réussi à le chasser de son corps. Malheureusement, en grandissant, Kyle devient un marginal. Durant des vagabondes, il commit de nombreuses petites infractions, laissant douter de sa santé mentale. Il se retrouva interné durant de longues années à Maryland State Institute of the Criminally Insane de Baltimore. Finalement, en 1771, il se suicida en se taillant les veines avec une cuillère de bois qu'il avait longuement aiguisée sur le sol de sa cellule. Pour bien résumer les démons et les sorcières, ce sont des êtres très cruels qui feront tout pour se venger, peu importe ce qu'il faut faire. Un ovni est un objet volant non identifié. Le 12 février 2023, dans le ciel de Sherbrooke, 2 ou 3 lumières étranges ont été aperçues par des avions de ligne durant 30 minutes. Ces lumières étaient là et elles se déplaçaient anormalement à une altitude de 50 à 60 000 pieds de hauteur. Mais les avions de ligne volent entre 30 à 40 000 pieds de hauteur. Ces lumières n'ont pas été identifiées pour le moment. La zone 51 est un endroit mystérieux et fascinant situé dans le désert du Nevada aux États-Unis. Cette zone est entourée de théories du complot et de secrets qui captivent l'imagination de nombreuses personnes à travers le monde. La zone 51 est une base aérienne de l'armée américaine, mais sa réputation est basée sur des activités secrètes et des rencontres avec des extraterrestres. Certaines personnes croient que la zone 51 abrite des technologies avancées et des engins extraterrestres qui ont été récupérés lors de crashs d'ovnis. D'autres pensent que les extraterrestres y seraient détenus pour faire des expériences secrètes. Certaines personnes croient que le gouvernement américain y mène des expériences sur le contrôle de l'esprit. Ces pensées ont donné lieu à de nombreux films, séries et jeux vidéo qui exploitent ce mystère. Malgré toutes les recherches sur cette zone, la réalité de ce qui se passe réellement dans la zone 51 reste toujours un mystère. Les mesures de sécurité strictes alimentent les théories d'ovnis et d'extraterrestres. Finalement, les ovnis sont des objets volants non identifiés et les ovnis sont souvent associés à la zone 51 à cause de tous ces secrets. Les marcheurs de peau. Un marcheur de peau, c'est aussi connu sous le nom de skinwalker. Les marcheurs de peau, c'est dans la culture navajo, le type de chaman malveillant qui peut se métamorphoser, séparer ou prendre l'apparence d'un animal ou d'une personne. Selon les légendes, les skinwalkers se transforment souvent en loup, chien, corbeau ou coyote. Ce sont des guérisseurs devenus mauvais et qui ont commencé à utiliser les pouvoirs et la magie pour en faire du mal et provoquer le malheur aux autres. Les sorciers navajo, incluant les skinwalkers, représentent l'antithèse des valeurs de la culture navajo. Tandis que les guérisseurs traditionnels sont appelés hommes et femmes médecins, les sorciers sont au contraire vus comme des démoniaques, organisateurs de cérémonies maléfiques pour pervertir les rites des hommes médecins. Dans l'exercice de leurs fonctions, les guérisseurs traditionnels apprennent à la fois la bonne et la mauvaise magie. La plupart peuvent en assumer la responsabilité, mais certains se laissent corrompre et choisissent de devenir sorciers. La légende des skinwalkers est mal comprise de dehors de la culture des Navajo, principalement à cause de leur référence à aborder ce sujet avec les étrangers. En résumé, le marcheur de peau est très peu connu à ce jour, car les Premières Nations préfèrent garder le secret de leur culture. Le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes est un endroit où les bateaux et les avions disparaissent. Il se trouve dans la zone délimitée par Miami, les Bermudes et Porto Rico. À cet endroit, il y a une légère diminution des champs magnétiques terrestres et la présence de violentes tempêtes. À chaque année, à peu près 4 avions et 20 bateaux disparaissent à cet endroit. Pendant longtemps, il y a eu des théories du genre que c'est une porte qui mène vers une autre dimension ou encore un piège tendu par les extraterrestres. Aujourd'hui, une explication plus sérieuse est avancée par des scientifiques pour tenter d'expliquer ce phénomène. Des scientifiques et des plongeurs, en 2020, ont utilisé des sonars pour analyser la cartographie du plancher océanique de cette zone. Les Bermudes se trouvent au sommet de montagnes sous-marines de près de 400 mètres de hauteur. On y trouve aussi des abysses pouvant atteindre 8000 mètres de profondeur. Ces caractéristiques topologiques pourraient expliquer la cause de cette disparition. Thomas Life, professeur de biologie marine, avait révélé l'existence de tourbillons aspirants après avoir plongé dans la zone. Les tourbillons sont évidents. Il y a d'immenses tunnels avec une très forte puissance d'aspiration, dit-il. Ce phénomène est appelé
théorie des tourbières, ce qui pourrait expliquer la disparition de certains bateaux. Celle-ci est souvent observée dans les environnements de roches calcaires, ce qui est semblable au récif du triangle des Bermudes. Cet endroit mystérieux se trouve à être également l'épicentre d'une activité météorologique particulièrement violente, comme des ouragans, des orages provenant de la côte mexicaine et de nombreuses micro-rafales de vent soufflant à plus de 270 km/h. Ces phénomènes météorologiques peuvent expliquer la disparition d'avions. En résumé, le triangle des Bermudes est un endroit où les avions et les bateaux disparaissent à cause de catastrophes naturelles. Les déjà-vus. L'impression du déjà-vu est une expérience où une personne a l'impression d'avoir déjà vécu ou vu quelque chose auparavant, même si cela est la première fois que ça se produit. Cela peut être dérangeant car on a l'impression que la situation a déjà eu lieu. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mémoire ou au fonctionnement du cerveau, mais les phénomènes restent mystérieux dans une certaine mesure. Plusieurs personnes disent que le phénomène du déjà-vu relève du phénomène nommé paranormal. Mais avant d'aborder le sujet du déjà-vu, nous allons parler du sujet paranormal. La parapsychologie est l'étude qu'on emploie pour apprendre sur les phénomènes paranormaux. Dans d'autres mots, les phénomènes paranormaux sont des phénomènes qu'une méthode scientifique permet d'identifier, mais que la science n'explique pas. Tu as seulement besoin d'avoir un esprit ouvert pour apprendre sur ce petit phénomène. Les témoignages sont surtout des gens qui disent être entrés en contact avec un autre univers, une autre dimension ou même un autre monde. Maintenant, revenons à nos moutons. Et si on parlait du déjà-vu? Le déjà-vu est un phénomène qui arrive régulièrement chez les épileptiques. Le déjà-vu a été étudié chez les épileptiques car c'est un symptôme qui arrive régulièrement lors d'une crise. En effet, durant une crise, l'activité électrique de certaines neurones sont altérées. La région responsable de cette sensation chez les épileptiques est de la région rénale. Parenthèse, qu'est-ce qu'une rénale? Le rénal, lui, son rôle, c'est la mémoire. Il envoie des informations issues du aire corticale associative pour ensuite les transmettre au cortège parahippocampique qui lui succède et le transmet à l'hippocampe. Situé dans l'hippocampe, parenthèse, qu'est-ce qui est l'hippocampe? L'hippocampe, lui, son rôle central, c'est la mémoire et la navigation spatiale. Certains chercheurs français ont réussi à stimuler la sensation du déjà-vu chez les patients épileptiques en stimulant leur cortex rénal. Mais nous ne savons toujours pas ce qui se passe pour ceux qui ne souffrent pas d'épilepsie. Deux hypothèses font surface. Soit des déchargements électriques comparables ont lieu dans les lobes temporels en absence d'épilepsie, ou encore que ce soit des déjà-vus relevés de d'autres procédures. Voici quelques exemples de déjà-vus que nous avons souvent au quotidien. Par exemple, faire une activité, puis être sûr qu'on l'a déjà faite auparavant. Parler d'une conversation avec quelqu'un d'autre, puis te rendre compte que tu as probablement déjà eu cette conversation-là, mais ce n'est juste qu'un déjà-vu. Ou pire, avoir l'impression d'être entré dans une pièce, mais tu n'y as jamais mis les pieds auparavant. Maintenant, parlons de théorie. Plusieurs théories suggèrent que le déjà-vu peut résulter d'un décalage temporel bref entre la perception visuelle et le traitement de l'information par le cerveau, ce qui donne l'impression que la situation a déjà été vécue. Cependant, malgré de nombreuses études, le mécanisme exact derrière le déjà-vu reste encore un énorme mystère. Pour conclure sur le déjà-vu, il contient énormément de mystères que peu d'entre nous savent vraiment répondre. Pourquoi cela arrive juste aux épileptiques, que c'est explicable et que nous, aucune raison n'est vraiment donnée pourquoi nous, on arrive aussi à les voir. Les loups-garous, qui sont aussi connus sous le nom de lycanthropes, sont des créatures mi-humaines, mi-loups, qui peuvent seulement se transformer à la pleine lune. Leur grandeur varie selon leur récit, mais en moyenne, le mâle mesure 1,80 m et la femelle 1,75 m. Les loups-garous ont une apparence sauvage et féroce. Ils ont des griffes très pointues, des yeux perçants et des crocs acérés. Ceux-ci ont une silhouette imposante et une grande agilité. De plus, ils sont rusés, ce qui fait qu'ils sont des chasseurs redoutables. Les loups-garous chassent tous les animaux, car ils mangent de la viande crue, peu importe sa provenance. Les loups-garous vivent dans des forêts profondes, des montagnes escarpées, ce qui veut dire des montagnes avec de grandes pentes, ou encore dans des marais très sombres. D'après la plupart des légendes, ils vivent loin de la civilisation. Les loups-garous apparaissent dans la mythologie grecque, à travers la légende de Lycaon, qui a été transformé en loup-garou après avoir
Provoquer la colère de Zeus, le dieu du ciel et de la foudre. Pour se transformer en loup-garou, il faudrait soit s'avoir fait mordre par un loup-garou ou avoir fait un rituel volontaire pour se transformer en loup-garou. Je vais maintenant vous raconter une histoire vraie qui s'est passée en juillet 1987 dans une ville de l'État du Michigan, près de la petite ville de Luther. Une cabane inhabitée a été trouvée avec d'énormes fentes dans la porte et les fenêtres étaient toutes brisées. Les autorités ont classé l'événement comme une attaque par un animal inconnu. 2 ans plus tard, un groupe de personnes qui campaient près de Luther a entendu tard dans la nuit un hurlement qui brisa le silence. Ce hurlement ressemblait à un loup, mais pas exactement. C'était plus humain. Cette créature était au bord de ruisseau. Elle avait la taille d'un ours, sa fourrure était noire brillant, son crâne avait un museau allongé et ses yeux se reflétaient comme des lanternes. Mais tout est devenu encore plus effrayant lorsque la créature s'est mise à hurler, de la même façon que la nuit d'avant. Mais cette fois-ci, le hurlement était à quelques mètres d'eux. La créature se mit sur ses 2 pattes de derrière, comme un humain, puis s'enfuit parmi les arbres. Finalement, le loup-garou, le lycanthrope, est une créature féroce qui vit la nuit et qui se transforme juste à la pleine lune. Croyez-vous en cette bête mythique? La théorie du chaos. La théorie du chaos, également connue sous le nom de théorie du chaos déterministe, parenthèse, qu'est-ce que le déterminisme? Le déterminisme est une philosophie qui affirme que tous les événements, y compris les actions humaines, sont causés par des facteurs antérieurs et sont donc prédéterminés. Selon cette perspective, chaque événement est la conséquence inévitable de ce qui est là procédé, ce qui explique que le libre arbitre est limité ou inexistant. Selon cette perspective, le futur est en quelque sorte déjà déterminé par le passé. C'est une notion profonde qui a des implications sur la façon dont nous comprenons le monde qui nous entoure. La théorie du chaos, également connue sous le nom de théorie du chaos déterministe, est un domaine de mathématiques et de sciences qui étudie le comportement du système dynamique très sensible aux conditions initiales. Ces systèmes peuvent sembler aléatoires, mais en réalité, ils suivent des règles déterministes. Le battement des ailes d'un papillon au Brésil pourrait déclencher une tornade au Texas, illustrant l'idée de petites variations initiales peuvent conduire à de grands changements dans un système dynamique. C'est un concept fascinant qui a des applications dans de nombreux domaines, et à la météorologie, à l'économie. La théorie du temps fantôme. Selon cette théorie, chaque univers s'éteindrait avec l'évaporation des derniers trous noirs, laissant place à un nouveau Big Bang. C'est un célèbre mathématicien et physicien, ancien collègue de Stephen Hawking. On dit parfois que l'histoire est un cycle qui serait un éternel recommencement. Et si c'était aussi le cas pour l'univers? Peut-être que le Big Bang n'est pas le début, mais tout simplement un renouveau. Cette théorie mérite qu'on s'y attarde. L'auteur en question s'appelle Roger Penrose. Cette cosmologie cyclique conforme a été imaginée en 2005 afin de pouvoir expliquer ce qui s'était passé avant et pendant le Big Bang. Mais comme toute théorie du Big Bang, elle est très difficile à expliquer. Roger et 2 de ses collègues affirment avoir observé des cercles étrangers, des sortes de fantômes, d'où le nom de la théorie, des trous noirs qui auraient pu précéder le nôtre. Certainement que les différents astrophysiciens ne sont pas trop d'accord avec cette conclusion. Pour en venir à cette conclusion, il faudrait encore beaucoup de recherches et de nombreuses analyses. Même si la plupart des théories s'affrontent, la plupart des cartophysiciens estiment que l'univers va finir par refroidir et mourir. En attendant, pour comprendre la théorie, il faudrait évoquer le commencement et la fin de tout. Actuellement, les scientifiques sont plus d'accord pour dire que notre univers a commencé avec le fameux Big Bang. Avant, il n'y aurait rien eu, que du vide, ou plutôt une mousse quantique, sans masse, sans espace, sans temps, mais beaucoup d'énergie. Celle-ci, d'une matière ou d'une autre, s'est transformée en matière, créant ainsi notre univers. Au départ, l'univers était très chaud et très concentré. Avec le temps, elle s'est étendue et refroidie. Ce qu'il continue à faire, mais jusqu'à quand? Mais en réalité, ces choses étranges, si denses qu'elle absorbe toute chose, même la lumière. C'est ce qu'a découvert Stephen Hawking. Les trous noirs émettent des radiations
Il s'évapore donc petit à petit, mais vraiment petit à petit. Le plus grand trou noir connu mettra 10 suivi de 100 zéros années à s'évaporer. Les distances seront contractées en un seul point. On se retrouverait donc avec un seul univers, ce qui fait penser à ce qu'il y avait avant le Big Bang, sans temps ni espace. Pour Roger Penrose, viendra alors un nouveau Big Bang, et ainsi de suite. Et ensuite, c'est là que la théorie de Roger Penrose entre en jeu. À mesure que les trous noirs s'évaporent, ils libèrent des photons et des gravitons. Ce sont de petites particules qui transmettent la lumière et la gravité. Elles se libéreront donc dans le vide spatial. Même si plusieurs théories s'affrontent, la plupart des astrophysiciens estiment que l'univers va finir par se refroidir et mourir. Notamment car tout ce qui le compose va être absorbé par de nombreux trous noirs. On pourrait alors croire que l'univers finira par devenir un énorme trou noir. Les gravitons et les photons qui n'ont pas de masse n'expérimentent pas vraiment l'espace ou le temps. Donc c'est comme s'il n'y avait rien. Les photons et les gravitons sont les seules particules qui vont survivre au trou noir. Elles voyagent exactement à la vitesse de la lumière, ce qui veut dire que même le plus long voyage sera instantané. Pour finir, la théorie du temps fantôme dit que le Big Bang est un renouveau. Croyez-vous en cette théorie? Pour finir, les 10 histoires, théories, hypothèses et légendes surnaturelles telles que le Sasquatch, le Wendigo, les esprits dont la Dame Blanche et les démons, les ovnis, les marcheurs de peau, le triangle des Bermudes, les déjà-vus, les loups-garous, la théorie du chaos et l'hypothèse du temps fantôme ont dû vous en apprendre davantage. Et vous, croyez-vous en ces récits surprenants?